Ok, bon, on a déjà pas mal de participants. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Webinaire 1 heure pour comprendre et agir, qui sera donc dédié aujourd'hui au programme Entreprises engagées pour la nature de l'Office français de la biodiversité. Donc, je me présente, Sabine Ozil-Quintas, je suis chargée de mission Entreprises et biodiversité à la RBE PACA et je vais donc animer ce webinaire. Juste quelques modalités pratiques. Donc, vos micros et caméras sont coupés, mais vous pouvez nous faire part de vos remarques ou si vous avez des questions via le chat. Donc, surtout, n'hésitez pas. On consacrera un temps dédié à la fin du webinaire après les interventions pour répondre à vos questions. Donc, à noter que ce webinaire sera enregistré et il sera disponible donc en replay sur le site de la RBE. Donc, juste comme je vous le soulignais, ce webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires 1 heure pour comprendre et agir, qui sont proposés par l'agence. Donc, ce sont des temps d'information courts et réguliers, une fois par mois, généralement le mardi, de 13h à 14h. Donc, si vous souhaitez connaître l'ensemble de nos événements, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter sur le site de l'agence. Le prochain webinaire, ce sera le 10 mai, sur l'accueil du public dans les espaces naturels. Je vous propose juste en quelques mots de vous présenter l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. C'est donc une agence publique qui a 40 ans, qui réunit la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, l'Office français de la biodiversité, l'ADREAL, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, l'ADEME, et depuis 2019, la communauté d'agglomération du Grand Avignon et la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc, sa mission principale, mobiliser tous les acteurs et accompagner les territoires dans la transition écologique, et plus particulièrement sur la préservation de la biodiversité. Donc, ces 4 principaux champs d'intervention sont les suivants. Accompagner les collectivités dans leur démarche via du conseil, des formations, des labels. Parmi les labels, donc le label Parc Plus, ou encore Territoire durable. On a aussi Territoire engagé pour la nature de l'Office français de la biodiversité et la charte régionale zéro déchet plastique qui est animée par l'agence. Autre axe, informer et former les acteurs aux enjeux de la biodiversité et de la transition écologique. Donc, on a différents dispositifs de sensibilisation, comme par exemple le Biodiv Tour, les aires éducatives marines et terrestres, et aussi le portail des chemins de la biodiversité, qui est vraiment un portail de sensibilisation du grand public aux enjeux de la biodiversité sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Améliorer et valoriser les connaissances sur l'environnement et la biodiversité. L'agence anime notamment 3 observatoires régionaux, dont l'Observatoire régional de la biodiversité, qui vient récemment de publier sa 4e synthèse sur l'état de la biodiversité en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, c'est Regard sur la nature, on vous invite à télécharger sur le site de l'agence. L'Observatoire régional de l'eau et des milieux aquatiques, l'Observatoire régional de l'éducation à l'environnement. Autre axe, animer des réseaux de gestionnaires d'espaces naturels, gestionnaires de milieux aquatiques, et aussi animer des programmes de coopération, comme le Life Habitat Calanque ou le PITEM Biodivalp, qui est un programme franco-italien. Donc, au travers de ces différents champs d'intervention, l'agence a différentes missions qui sont en lien avec les entreprises. Comme on l'a évoqué, donc la charte régionale zéro déchet plastique, qui a notamment un volet qui est à destination des entreprises. La démarche Mécée naturel, qui vise à développer des partenariats entre les entreprises et les gestionnaires d'espaces naturels pour soutenir des projets de préservation de la biodiversité. Le label Parc Plus, qui invite les entreprises d'une même zone d'activité à agir en matière de préservation de la biodiversité. Le PITEM Biodivalp, qui a donc un volet plus spécifique et donc qui amène les acteurs économiques à faire de la biodiversité une opportunité de développement. Et d'une manière, et donc la mission qui est un peu plus globale, mission entreprise et biodiversité de l'agence, donc qui vise à inciter les entreprises à déployer des actions en faveur de la biodiversité. Une des actions est donc de promouvoir le programme Entreprises engagées pour la nature de l'Office français de la biodiversité.
ce qui me fait la transition donc, sur notre webinaire de ce jour. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une première intervention de Laura Rouvière de l'Office français de la biodiversité qui va vous présenter les principaux enjeux liés à la biodiversité, qui vous présentera donc ce programme Entreprises engagées pour la nature. Et ensuite, on aura le témoignage donc, de 2 entreprises de la région qui sont d'ores et déjà engagées dans le programme Entreprises engagées pour la nature, parce qu'elles ont déposé leur plan d'action, avec Asna Berkiaguez, qui est directrice RSE du groupe Barjane, et Denis Geffroy, directeur des affaires publiques et Sustainability Advocacy du groupe L'Occitane pour les laboratoires MEL. Donc, merci à eux d'être présents aujourd'hui. Et donc, on aura, comme je vous disais, un temps dédié à la fin, après les interventions, de questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions via le chat. Laura, je te propose de prendre le relais. Merci beaucoup. Alors, je vais juste vous partager mon écran. Non, pardon, c'est pas du coup. Excusez-moi. Voilà, vous voyez tous bien mon écran, j'imagine. Alors, les... Hop, excusez-moi, parce que du coup, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure ça marchait très bien. Et là, je ne le vois plus. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer, pardon, excusez-moi, que vous voyez bien l'écran? Non, on ne le voit pas, Laura. Pas encore. D'accord. Donc, je retente, excusez-moi. Est-ce que vous voyez mon écran? Non plus. C'est bon? Ça arrive. Oui, c'est bon. Ah, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, ça marche. Très bien. Oui, donc un mot peut-être plutôt en introduction de mon côté, puis je laisserai après les entreprises, du coup, vous présenter le programme pour vous donner un peu les enjeux biodiversité pour les entreprises et essayer de comprendre en quoi aujourd'hui ça concerne les entreprises et ça devient un peu dans les préoccupations croissante. Alors tout d'abord, pour démarrer, qu'est-ce que la biodiversité? La biodiversité, c'est la diversité en fait du vivant. Elle comporte 3 composantes principales. C'est à la fois la diversité des milieux, la diversité du coup des espèces, des animaux, végétaux, de la faune, de la flore, des bactéries, des champignons, etc. Mais aussi la diversité génétique à l'intérieur d'une même espèce et de l'ensemble des interactions qu'on va trouver entre elles. Alors, en matière de biodiversité, le patrimoine naturel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est particulièrement riche puisqu'on retrouve une très grande diversité de milieux, qu'ils soient terrestres, aquatiques et marins. Donc, vous voyez quelques photos qui l'illustrent bien ici. Et donc, c'est en effet un point chaud de biodiversité. À titre d'exemple, quelques chiffres. Par exemple, on y retrouve 94% des espèces de chauves-souris, ou encore 83% des espèces de criquets, sauterelles et grillons. Donc voilà, si on regarde à l'échelle de la France, ça fait partie des premières régions de France métropolitaine en termes d'espèces présentes. Alors, donc là, on était un petit peu sur les enjeux globaux, mais pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui? Parce que la biodiversité est menacée. On parle de 6e extinction de masse. Le rapport de la plateforme IPBES, du coup, qui est l'équivalent du GIEC qu'on connaît pour le climat, mais pour la biodiversité, parle d'1 million d'espèces menacées d'extinction. Les ONG, aussi associations au-delà des scientifiques, nous alertent. Le WWF, dans son rapport 2020, met en avant un déclin de 68% de l'indice planète vivante donc, depuis 1970. Et puis, vous pourrez le voir, donc, Sabine en parlait tout à l'heure, l'ensemble de cette érosion se traduit aussi en région
PACA, et donc le rapport qu'elle vous invite à télécharger, Regard sur la nature, met en avant un peu l'état de cette biodiversité dans votre région. Au niveau international, et je pensais important de rappeler les cadres aussi parce qu'en 2021, ça n'a pas dû vous échapper, Marseille a accueilli le Congrès mondial de la nature. Donc nous avons eu en 2019 les scientifiques qui se sont mis d'accord à l'échelle du monde entier pour dresser le constat de cette crise alarmante de la biodiversité. En 2021, l'ensemble des experts, États, ONG qui se sont réunis à Marseille lors du Congrès mondial de la nature pour émettre des propositions afin d'élaborer un cadre pour les 10 prochaines années, un cadre mondial sur la biodiversité qui est en train d'être finalisé et qui va évidemment se traduire après, au-delà de l'engagement des États, lors de la COP 15, on parle souvent des COP climat, mais on a aussi des COP biodiversité sur lesquelles qui permettent de fixer aussi des cadres mondiaux à l'échelle internationale et qui se traduit ensuite en stratégie nationale pour la biodiversité. Donc, un premier volet est sorti là il y a quelques semaines et qui se traduit ensuite à l'échelon régional en stratégie régionale pour préserver la biodiversité. Tout ça aussi, bien évidemment, dans le cadre peut-être que vous connaissez mieux des objectifs du développement durable, puisque la biodiversité est présente directement dans deux de l'ensemble des ODD, le 14 et le 15, donc vie aquatique et vie terrestre. Alors, vous me direz maintenant en quoi tout ça concerne les entreprises, en quoi tout ça vous concerne. Eh bien, tout simplement parce que la biodiversité, en fait, est partout. Donc, une fois qu'on a dit les milieux, les espèces, etc., en fait, la biodiversité, les activités humaines, l'homme tire du fonctionnement de la biodiversité un ensemble de ce qu'on appelle des services pour se nourrir, construire, se divertir, pour manger, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour la médecine aussi, pour aujourd'hui, là, si vous regardez autour de vous, si vous êtes face à votre écran sur votre bureau, en fait, en réfléchissant quelques instants, vous vous rendrez compte que la biodiversité, elle est partout, elle est présente autour de nous. Et donc, pour maintenir les activités économiques, les activités humaines, toute entreprise dépend directement ou indirectement de la biodiversité, d'un bon fonctionnement des écosystèmes. Aujourd'hui, le rapport de l'IPBES dont je vous parlais tout à l'heure a mis en avant les 5 grandes causes d'érosion de la biodiversité et a permis de faire un lien direct entre les activités humaines et l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire de vraiment mettre en lien, ce sont bien les activités humaines qui sont en cause dans l'érosion de la biodiversité. Ces 5 facteurs d'érosion, ce sont la réduction, la fragmentation, la perte d'habitat, c'est-à-dire tout ce qui est artificialisation des sols liés à la construction, l'urbanisation, etc. La surexploitation des ressources naturelles, les changements climatiques, les pollutions et ce qu'on appelle l'introduction d'espèces exotiques invasives, c'est-à-dire des espèces qui, à travers le transport, les déplacements d'hommes, de marchandises, vont venir s'installer à un endroit et prendre la place finalement d'autres espèces qui étaient présentes et se faire concurrence. Donc, on voit bien ce lien activité humaine à l'origine des facteurs d'érosion qui ont donc un impact sur la biodiversité, donc un impact sur l'extinction des espèces, comme on disait tout à l'heure, la dégradation des écosystèmes, mais aussi l'ensemble des services du coup que les activités humaines tirent du fonctionnement de la biodiversité. Vous le voyez dans le schéma à droite, un schéma qui est tiré notamment du guide produit par le MEDEF, qui montre que de plus en plus de fédérations professionnelles, de syndicats aussi se saisissent aujourd'hui de ce sujet. Alors, du coup, la biodiversité devient une préoccupation incontournable pour les entreprises. Pourquoi? Eh bien parce qu'on voit assez facilement dans le schéma que je vous présente là, les interrelations entre les entreprises et la biodiversité, c'est-à-dire qu'à la fois, la biodiversité fournit un certain nombre de services écosystémiques que les activités humaines, les entreprises utilisent pour le développement donc, de leurs activités, dont elles ont besoin du coup pour fonctionner, alors même que ces activités-là sont à l'origine des facteurs d'érosion de la biodiversité. Donc cette interrelation, ces liens sont à l'origine à la fois donc de risques, mais aussi d'opportunités pour les entreprises. Alors là, je vous en donne quelques-uns à titre d'exemple. Par exemple, la hausse des prix liée à des pénuries de matières premières
issu du vivant, de matières premières naturelles, qui peut entraîner des ruptures d'approvisionnement, par exemple. Et les coûts de réparation et d'adaptation liés justement aux adaptations à faire en cas de pénurie d'une ressource. On peut avoir aussi des cas de perte de part de marché, puisque les attentes des consommateurs, des clients en matière de… les consommateurs, les clients sont de plus en plus préoccupés par les questions environnementales et ont de plus en plus d'attentes sur ce sujet-là. Donc finalement, on a pu le voir dans certains cas, la non prise en compte des enjeux environnementaux a entraîné pour certaines entreprises, certaines marques, des pertes de parts de marché vraiment réelles du fait de cette non prise en compte. Les questions liées bien évidemment aussi à la réputation ou encore à l'accès au financement, puisqu'on voit de plus en plus aujourd'hui de conditionnalité aussi dans les aides avec des politiques d'inclusion croissante des enjeux environnementaux, des risques mais aussi des opportunités. Alors il y en a, j'ai mis dans les risques, dans les opportunités, mais en fait toute gestion d'un risque finalement peut se transformer en opportunité. Donc, je disais perte de part de marché, mais aussi se positionner aujourd'hui sur le sujet de la biodiversité, c'est se positionner demain sur de nouveaux marchés, des marchés de produits verts souvent à forte valeur ajoutée. Ça permet aussi d'améliorer sa notoriété pour répondre aux préoccupations de ses clients ou des consommateurs, mais aussi anticiper la réglementation, puisque vous voyez, le cadre mondial se structure de plus en plus, donc la réglementation est de plus en plus forte en matière de préoccupations environnementales et de biodiversité. Donc, intégrer la biodiversité, monter en compétence sur le sujet, ça permettra demain de mieux répondre du coup à la réglementation. Et enfin, innover évidemment, puisque depuis toujours, l'homme s'est inspiré de la nature dans ses projets, ses idées, ses innovations, etc. Et on parle aujourd'hui de plus en plus des solutions fondées sur la nature et notamment des solutions d'adaptation fondées sur la nature pour répondre aux enjeux du climat. Face à tout ça, agir évidemment. Alors, l'Office français de la biodiversité, donc on est un établissement, nous, tout jeune, hein, puisqu'on a été créé au 1er janvier 2020, mais on a une longue histoire puisqu'on est issu du regroupement de nombreux établissements que vous connaissiez déjà peut-être comme l'ONEMA ou l'ONCFS. On a été créé justement, on est sous tutelle du ministère de l'écologie et de l'agriculture avec cet objectif de pouvoir avoir un gros établissement en charge de la préservation et de la mise en œuvre des politiques publiques de préservation de la biodiversité. Dans ce cadre-là, on a un certain nombre de missions qui vont de la connaissance-expertise, la police de l'environnement. On est présent sur l'ensemble des territoires en France, dans toutes les régions et dans les départements, mais aussi un sujet fondamental, la mobilisation de la société, puisque nous ne résoudrons pas seuls, nous ne relèverons pas seuls ce défi. Pour cela, du coup, et dans ce cadre, l'Office français de la biodiversité porte pour le compte du ministère de l'écologie un programme, une initiative qui s'appelle Engagés pour la nature et qui vise justement à faire émerger en nombre des engagements volontaires de la part des acteurs en faveur de la biodiversité, de reconnaître ces actions-là et derrière de pouvoir animer des communautés d'acteurs et de pratiques pour permettre la montée en compétence sur ce sujet. En effet, ça ne vous a pas échappé, mais la biodiversité, c'est souvent quand même encore le parent pauvre des enjeux environnementaux en matière de prise en charge par les acteurs. On parle beaucoup du climat, de plus en plus de la biodiversité, mais notre objectif, c'est vraiment de les mettre au même niveau dans la mesure où, en plus, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport aux facteurs d'érosion, ils sont intrinsèquement liés. Cette initiative, elle se décline pour les entreprises, pour les territoires et pour les partenaires, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent se faire le relais de la mobilisation auprès des acteurs. Pour les entreprises, donc c'est un programme qui s'adresse aux entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, qu'elles soient débutantes ou initiées en la matière. Donc, vous verrez tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre trop sur le programme parce qu'il sera illustré par justement 2 de nos entreprises engagées pour la nature qui vont s'exprimer tout à l'heure et qui seront présentes dans votre région. Pourquoi intégrer le programme? Ça permet, à travers l'accès à des outils et des méthodologies, de pouvoir structurer sa démarche biodiversité. Aujourd'hui, les entreprises qui cherchent à se positionner sur ce sujet-là, agir sur la biodiversité, ne savent pas forcément par où prendre. Donc, nous, on produit un certain nombre de recueils de bonnes pratiques, une méthodologie qui va aider à structurer cette démarche-là
au sein de sa politique RSE notamment. Ça permet du coup de passer à l'action, de faire connaître aussi ses actions en faveur de la biodiversité à travers la valorisation, la visibilité, mais aussi de sensibiliser et mobiliser ses salariés, ses clients et ses actionnaires, puisque les projets biodiversité ont l'avantage en entreprise d'être des projets très fédérateurs, puisqu'ils sont porteurs de sens pour l'ensemble des collaborateurs. Intégrer le programme, ça permet d'accéder à des outils, de gagner en visibilité sur les engagements qu'on met en œuvre et, ce qui est le plus important pour nous, d'accéder au club des engagés, puisque derrière, il y a cette vraie volonté de pouvoir animer des communautés d'acteurs et de pratiques, donc des échanges entre pairs, des webinaires, l'accès du coup à des webinaires d'experts, des moments d'échange de networking et aussi de rejoindre une dynamique multi-acteurs, un écosystème d'acteurs avec les territoires engagés et les partenaires engagés dans une logique comme ça vertueuse et de montée en compétences. Alors aujourd'hui, on a 163 entreprises qui ont adhéré à notre programme et donc 70 désormais engagés. Je ne vous ai pas montré là les différentes étapes, mais on pourra en discuter tout à l'heure. Pour s'inscrire dans notre programme, qui est gratuit, hein, bien évidemment. La première étape, c'est d'adhérer, donc de signer les 10 principes communs. Ensuite, de déposer des engagements et des actions qui sont SMART. Donc, c'est pour ça, là, 70 entreprises sont passées à la phase dépôt d'action. Et enfin, la dernière étape, à 2 ans, c'est de remettre un bilan de la mise en œuvre des actions et de s'inscrire toujours dans cette démarche d'amélioration continue et démarche de progrès, puisqu'encore une fois, l'idée, c'est, à travers ce programme, d'encourager au premier pas qu'on soit déjà un acteur qui agit depuis longtemps sur le sujet, vous verrez tout à l'heure, ou qu'on soit un acteur qui aussi démarre et souhaite se saisir de ce sujet-là. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je répondrai à toutes vos questions et donc je vous invite à regarder notre site web engagé pour la nature .ofb.fr/entreprise et du coup à rejoindre cette dynamique collective. Merci beaucoup. Sabine, on ne vous entend pas. Vous voulez que j'enchaîne, Sabine, de ma présentation? Oui. Oui, je pense que vous pouvez démarrer comme ça. Par contre, je ne peux plus partager. C'est bon. Vous me dites si vous voyez mon écran? Oui, c'est bon? Parfait. Donc, bonjour à tous. Je suis Asna Berkiaguez, directrice RSE du groupe Barjane. J'ai une petite présentation rapide parce que je pense que Barjane est un acteur moins connu que l'Occitane autour de la table. On est un acteur de l'immobilier d'entreprise qui est spécialisé en immobilier logistique. Barjane a été créé en 2006 avec la volonté de développer un immobilier logistique qui soit différent de ce qui se faisait traditionnellement sur le marché et qui soit plus qualitatif et plus durable. On a donc la particularité d'intégrer un certain nombre de métiers au sein de notre équipe. On est en effet aménageur de parcs d'activités, développeur de bâtiments logistiques et de bâtiments d'activités qu'on garde en patrimoine et qu'on loue à des clients qui viennent les occuper. Donc, on est également gestionnaire de ces bâtiments avec des équipes de gestion en interne et on les équipe de centrales photovoltaïques en toiture. Donc, on est également producteur d'énergie photovoltaïque. Moi, j'ai intégré Barjane en 2007, donc je fais partie des premiers. L'entreprise a été créée en 2006. Je suis arrivée chez Barjane avec la mission de faire certifier le premier projet qu'on a développé, qui est un projet varois, qui est le parc des Bréguières dans le Var, un projet de 65 hectares dans le Var, de le faire certifier ISO 14001, parce qu'on a eu la volonté de développer un immobilier logistique plus qualitatif et on s'est dit on va se baser sur une norme de management environnemental parce qu'on avait bien conscience des impacts que notre métier pouvait avoir sur l'environnement au sens large et sur la biodiversité, pour parler de notre sujet d'aujourd'hui.
On a donc travaillé beaucoup sur cette certification ISO 14001, puis d'année en année, comme dans toutes les normes ISO, vous cherchez à vous améliorer. On est passé d'un management environnemental à une stratégie RSE plus affirmée. Donc aujourd'hui, on est certifié ISO 14001 sur nos métiers. On est labellisé Lucie, on est également adhérent du Global Compact et membre de la communauté Coq Vert qui regroupe des entrepreneurs engagés pour le climat. On a découvert Entreprises engagées pour la nature fin 2020 et donc ça nous a beaucoup parlé parce qu'on a des sujets importants sur la biodiversité et donc on a décidé d'adhérer au programme. On a pris un certain nombre d'engagements que je vais vous présenter. Et donc, on en a 5. Le premier, c'est qu'on a pris pour objectif d'équiper 100% des projets en immobilier de Barjane d'un système de traitement alternatif des eaux pluviales. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les eaux pluviales de voirie sont souillées par des matières en suspension qui viennent de nos voitures, des véhicules qui circulent. Et donc, de façon assez traditionnelle, ces eaux-là passent par des séparateurs hydrocarbures manufacturés qui permettent de les traiter, de garder les hydrocarbures et de rejeter une eau qui est plus propre. Nous, on a développé sur le parc des Bréguières, donc dans le Var, qui est la première photo que vous voyez en haut, on a développé un système qui fait qu'on récolte les eaux pluviales de voirie par des noues enherbées. Ces noues enherbées vont les conduire vers des bassins de traitement alternatif des eaux pluviales. C'est la petite photo du bas que vous voyez, où là, en fait, c'est du phytotraitement par les plantes. C'est les plantes qui vont absorber les matières en suspension. Et ensuite, cette eau traitée va finir dans des grands bassins de rétention végétalisés qui vont faire un ultime abattement des pollutions avant de repartir dans le milieu naturel. Ce système, c'est un formidable réservoir de biodiversité. Non seulement c'est un outil technique qui fonctionne bien, qu'on a pu tester sur plusieurs opérations, mais en plus, ça nous permet de recréer sur nos parcs une biodiversité qui n'était même pas là au départ. On le sait sur le parc des Bréguières, qui est d'ailleurs un parc labellisé Parc Plus, je clin d'œil à Sabine, mais c'est un des parcs labellisés Parc Plus de la région. Ce parc-là, sur 65 hectares, on a à peu près une vingtaine d'hectares d'espaces verts qui regroupent notamment ces bassins, mais également des espaces verts périphériques. Et on les a fait labelliser Refuge LPO. C'est un partenariat qu'on a avec la LPO qui vient faire des inventaires la première année, qui va nous donner des préconisations et un plan d'action à suivre pendant 3 ans et qui va revenir au bout de 3 ans pour refaire des inventaires et on peut prolonger le partenariat. Et grâce à ce cycle de 3 ans qui était passé sur le parc des Bréguières, on s'est rendu compte que ces bassins-là nous avaient permis de réattirer sur ce territoire des espèces qui n'existaient plus, qui n'étaient même jamais venues sur ce territoire. Et donc, on a pu le tester avec des inventaires d'écologues spécialisés sur ce parc-là. Deuxième objectif, c'est d'installer sur 100% de nos nouveaux projets des actions pour la biodiversité. Alors, installer sur 100% de nos projets des actions pour la biodiversité, ça passe chez nous par plusieurs sujets. On est concepteur de nos projets, que ce soit nos parcs d'activité ou nos bâtiments. C'est nous qui allons les imaginer. Alors, nous sommes évidemment accompagnés par des spécialistes, au nombre desquels un architecte, mais également des écologues et des paysagistes. Donc, la première étape, c'est qu'on va concevoir un projet avec la volonté d'avoir un parti paysager qui pourra recréer de la valeur pour la biodiversité ensuite. Donc, on se fait accompagner pour intégrer nos projets dans le territoire, pour évidemment faire des inventaires spécialisés pour savoir la faune et la flore sur le site, pour pouvoir recréer des espaces verts qui vont être conformes réglementairement à ce qu'il faut faire. Mais on essaye d'aller au-delà et d'y inclure tout un accompagnement qu'on va faire dans la durée, où on va non seulement planter des essences locales, avoir des strates diversifiées, planter des prairies fleuries ou des prairies de fauche à la place de gazon enherbé plus traditionnel, on va dire, et installer des nichoirs pour la biodiversité. Et puis, comme on a la particularité de garder la gestion de nos sites en propre, ou en tout cas de la contrôler, on va instaurer de la gestion différenciée des espaces verts. C'est-à-dire que dans le temps, on a des pratiques sans phytotraitement, avec des fauches tardives, pour pouvoir avoir une biodiversité qui se recrée sur nos sites.
Vous voyez aussi sur la photo, donc on a sur le parc des Bréguières, on a en ce moment des ânes qui nous aident dans l'entretien de nos espaces verts. Et ce qu'on fait aussi, ce qu'on aime bien faire aussi sur tous nos sites, c'est de replanter des vergers. En plus de recréer des espaces verts qui recréent de la biodiversité, c'est de recréer des espaces verts qui recréent des liens entre l'homme et la nature. C'est un des axes dont parlait Laura tout à l'heure, mais dans les services qui sont apportés par la biodiversité au sens large, il y a cet aspect biophile qui nous tient à cœur parce que nos sites aujourd'hui regroupent plus de 3000 personnes à l'échelle de la France, donc c'est 3000 personnes qui viennent travailler sur nos sites et avoir, quand on arrive sur un site logistique, des espaces verts de qualité où vous voyez le changement des saisons, où vous pouvez cueillir un fruit quand vous sortez de votre voiture et que vous allez rentrer dans le bâtiment, où vous pouvez faire une pause déjeuner au milieu d'un espace vert qui est plus naturel que les espaces verts qui se faisaient traditionnellement, c'est un confort qu'on essaye d'offrir aux utilisateurs de nos sites. L'autre troisième objectif qu'on s'est fixé, c'est d'installer 25 MW crête de puissance photovoltaïque en toiture d'ici 2025. Donc, Barjane est un acteur du sud de la France. Notre siège social français est à Châteauneuf-le-Rouge. Donc, on a eu la chance de pouvoir développer un certain nombre de toitures sur le pourtour méditerranéen. Depuis, on est un acteur du photovoltaïque intégré en toiture assez vieux pour le métier finalement, parce que c'est un métier qu'on a intégré en 2010. On avait été sollicité par beaucoup d'acteurs du métier photovoltaïque pour venir nous louer nos toitures. Et nous, on avait la volonté d'avoir un immobilier qui soit qualitatif et qui donc assure une prestation de qualité pour le locataire qui va venir l'habiter pendant des années. Et donc, on a préféré garder ce métier en propre pour être sûr de la qualité de ce qu'on installait en toiture. Donc, l'ensemble de nos toitures dans le sud, la grande majorité de nos toitures sont équipées de centrales photovoltaïques. On a réussi à faire une centrale photovoltaïque à Lyon il y a quelques années. Et cette année, on a mis en place une centrale photovoltaïque sur la toiture d'un bâtiment en Île-de-France, qui est une plateforme qu'on a développée pour Biocop à Olainville, c'est dans le sud de l'Île-de-France. Et donc, c'est notre première centrale en Île-de-France. Donc, on est très content de pouvoir dupliquer ces installations partout en France parce que ça nous permet d'installer une énergie renouvelable au plus près des lieux de consommation. Notre quatrième objectif, c'est un objectif plus sur le climat, mais parce qu'en effet, on le disait tout à l'heure, le climat et la biodiversité sont intrinsèquement liés. Donc, nous, on développe des bâtiments de grande taille, des bâtiments qui, comme tous les bâtiments, vont consommer de l'énergie et vont avoir des impacts en termes d'impacts environnementaux et d'impacts CO2. Donc, on a travaillé sur la création d'une charte énergie-climat. On s'est mis des objectifs sur les consommations d'énergie des nouveaux bâtiments et des anciens. Vous avez des exemples d'éclairage LED, de pilotage et de monitoring des consommations via des gestions techniques de bâtiments qui nous permettent de piloter au mieux la consommation, la sensibilisation des acteurs. Et dans la conception des bâtiments, on cherche à améliorer en permanence l'intérieur du bâtiment, tant en termes de confort que de performance énergétique. Donc, vous voyez sur la petite photo du bas, beaucoup d'éclairage en toiture et en façade qui permettent en fait de minimiser la consommation d'éclairage parce qu'on a un éclairage naturel qui rentre dans les plateformes et qui permettent d'avoir des consommations d'énergie qui sont réduites. Et enfin, le dernier objectif, c'est de sensibiliser à la protection de la biodiversité et à l'environnement, l'ensemble des parties prenantes qui vont être autour de nos parcs d'activités. Donc, on a plusieurs parcs d'activités. Je parlais de celui des Bréguières aux Arcs-sur-Argent. On en a un autre à Fuveau, au pied de la Sainte-Victoire. On est en ce moment en train d'aménager, de faire le chantier du parc des Aiguilles en Suez-la-Redonne. Notre objectif, en fait, c'est de pouvoir recréer sur nos espaces verts des espaces verts qui recréent de la biodiversité, d'y installer ce qu'on appelle des sentiers de la biodiversité. Donc, là où on va installer des nichoirs, on va installer des bornes pédagogiques pour pouvoir ensuite accueillir des publics. On ouvre nos parcs à des publics scolaires
plus ou moins grands. Donc, quand ils sont tout petits, comme sur les photos qu'on a en bas, c'est plutôt des ateliers autour de la biodiversité dans les espaces verts. Donc là, vous avez un hôtel à insectes, on a un rucher, on fait des ateliers autour des ruches avec les plus petits. Et quand ils sont plus grands, on fait faire des visites de sites. Donc, on fait une combinaison en fait pour expliquer ce que ça peut être un aménagement durable du territoire et un parc d'activités qui va recréer de la biodiversité dans ces espaces verts, créer de l'activité économique, on leur fait visiter les coulisses des plateformes logistiques, on les fait monter en toiture pour voir les centrales photovoltaïques en exploitation. Et le parc des Bréguères, par exemple, est inscrit au programme des premières du territoire. Et donc, chaque année, on accueille les premières pour leur montrer comment tout cela peut fonctionner. L'objectif, c'est vraiment, et la volonté de Barjane, c'est vraiment de démontrer qu'un développement économique peut être plus vertueux et que même en étant un acteur de l'immobilier qui donc va avoir des impacts significatifs, notre volonté, c'est de minimiser nos impacts négatifs et de maximiser la valeur qu'on peut apporter au client qui va occuper le site, aux collaborateurs qui vont y vivre, en faire un site le plus chaleureux possible, au territoire qui va l'accueillir et à l'environnement qui va l'entourer. Voilà, je vous remercie. Sabine, alors, on n'entend toujours pas Sabine. Non. J'imagine que je vais prendre la main pour vous parler de l'Occitane et de laboratoire. On va partager mon écran. Voilà. Vous voyez bien la oui, présentation? Parfait. Oui. Parfait, très bien. Alors, merci beaucoup. Je suis ravi de prendre la suite de Laura et de Asna. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de points communs, de points de convergence, avec d'autres exemples, évidemment, compte tenu de la nature de l'activité de laboratoire MEL. Je vais surtout vous parler de laboratoire MEL, qui est la filiale de production et de conception des produits du groupe L'Occitane, qui est un groupe de cosmétiques. Aujourd'hui, un groupe plus de marques qui est présent dans le monde entier. Mais puisqu'effectivement, le laboratoire MEL est l'entité qui a déposé ses objectifs dans le cadre d'entreprise engagée par la nature, c'est le périmètre qui nous intéresse aujourd'hui. C'est du coup une filiale qui est présente à travers plusieurs sites, deux sites de production, un à Lagorce et un en Ardèche et un à Manos, qui est là de Provence, qui sont deux lieux, effectivement, on a vu, riches en biodiversité et parallèlement proches de zones classées Natura 2000. Pardon Denis, juste, je me permets de vous couper. Il y a des commentaires qui disent que le son n'est pas très bon. Est-ce que peut-être vous pourriez vous rapprocher du Alors, oui, est-ce que je peux parler un peu plus fort? Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, je pense que c'est mieux. Ok, super. Et puis, un site de logistique Grande Terre. Et on y produit donc les produits de la marque L'Occitane en Provence et de la marque cosmétique biologique Melvita. Alors, la prise en compte de la biodiversité, elle a été progressive mais très ancienne au sein de L'Occitane, qui est née finalement de la valorisation de la nature à travers la première récolte de plantes distillées pour en faire des produits cosmétiques. Donc, ça remonte à 76-77. Et puis, progressivement, se sont mis en place un certain nombre d'actions, notamment le développement de la culture biologique d'immortelles en Corse. L'immortelle était cueillie dans le maquis et compte tenu des besoins, on a mis en culture cette plante pour ne pas entraîner une surcueillette de la plante. Puis progressivement, les équipes se sont structurées, 2008, avec la création d'un département filière durable sur les ingrédients emblématiques de la marque.
ça a été évoqué tout à l'heure, ça a été aussi pour nous finalement une étape importante, c'est évoqué par Asna, la certification ISO 14001 du site, mettant en place des mesures de management environnemental. Et puis 2016, un élément, une date assez fondatrice pour nous, qui a été l'évaluation par le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, de l'impact de l'Occitane sur la biodiversité. Donc là, il s'agissait finalement de regarder l'ensemble de l'activité de la marque Occitane et de voir là où se trouvaient les principaux impacts pour prioriser nos actions. Et la grande conclusion, c'était que la majorité de nos impacts sur la biodiversité étaient d'abord liés à l'approvisionnement en matières premières végétales qui rentraient dans la définition du produit. Ça, c'est effectivement aussi important de pouvoir se concentrer sur les impacts les plus forts. Et du reste, c'est un questionnement qui invite à faire en se engager pour la nature, notamment dans les étapes préalables. 2018, lancement d'un programme qui s'appelle Résiste autour de la production d'approvisionnement en beurre de karité au Burkina Faso. Le beurre de karité, c'est le premier ingrédient de la première gamme du système en Provence. Donc, c'est un élément majeur au cœur de notre activité. Et puis 2018, ça dit au dispositif engagé pour la nature, qui a validé nos engagements en 2021. Et en 2021 également, lancement d'une stratégie de diversité à l'échelle du groupe. Dans ce sens-là, la réflexion sur les engagements, les objectifs SMART que vous prenez dans le cadre de engagé pour la nature, nous a vraiment aidé à structurer cette stratégie du groupe L'Occitane. Cette stratégie, elle s'appuie aussi sur un réseau référentiel international en cours de construction, SBTN, Science Based Target for Nature, et qui vise à regarder quels sont nos impacts, nos dépendances liés aux cinq grandes causes d'érosion de biodiversité qu'a présenté Laura tout à l'heure. On s'est interrogé à chaque fois sur notre impact sur le climat, l'exploitation des ressources naturelles, la conversion des écosystèmes, des espaces invasifs, ou encore la pollution. Donc, c'est une grille d'analyse assez intéressante pour effectivement étendre de plus en plus nos actions en matière de protection de la biodiversité. Alors, le programme entreprise engagé pour la nature, je le disais, a été un moment fondateur pour nous, important. Je dirais que pour trois raisons principalement. C'est un, de structurer vraiment notre démarche qui était d'abord une démarche empirique, comme toute entreprise entrepreneuriale. On commence par un sujet, on en rajoute un deuxième, un troisième, un quatrième. Comment effectivement commencer à avoir une démarche plus systématique, plus exhaustive. Eh bien, le dispositif permet de se poser les bonnes questions, de s'appuyer sur une méthodologie pour être sûr que l'on est véritablement pertinent dans les réponses qu'on apporte. Donc, on répond bien aux enjeux importants. Donc, le premier point, je pense, c'était vraiment la structuration. Le deuxième, ce qui n'est pas neutre aussi, c'est de crédibiliser ces engagements, puisqu'ils sont revus effectivement par l'OLP, enlever des niveaux critiques, et l'OLP demande également que ces engagements soient portés par la direction générale. Ça permet aussi de véritablement porter le sujet de la biodiversité au plus haut niveau de la prise de décision. C'est un élément important de crédibilité pour les engagements en matière de biodiversité. Et puis le troisième point qui me semble majeur, c'est la question de la mobilisation des employés. La direction générale en a parlé, et des fournisseurs autour d'objectifs communs. Ça peut paraître assez basique, mais le simple fait de définir ensemble et de publier et de s'engager sur des objectifs généraux, ça permet de mobiliser et d'aligner l'ensemble des équipes sur l'atteinte de ces objectifs. Donc, il y a un effet de mobilisation important. Et je pense que ça répond aussi à une demande de plus en plus importante des employés qui voient effectivement comment le monde évolue et qui souhaitent pouvoir aussi, à travers leur travail, apporter des solutions, contribuer à l'apport de solutions pour freiner cette érosion de biodiversité absolument dramatique.
Alors, quelques exemples d'engagement, puis après, je vais donner quelques exemples d'action. Objectif SMART, donc effectivement avec une échelle temporelle notamment, et la capacité de mesurer ces objectifs. D'ici 2025, les ingrédients issus de la biodiversité seront tracés au pays pour 90% des volumes de matières premières de laboratoire annuel. Ça, c'est un point majeur. On évoquait le fait que l'impact lié à la sourcing des matières premières était notre impact numéro 1. Eh bien, la première étape, c'est de pouvoir le tracer, tout simplement savoir d'où ils viennent pour pouvoir mettre en place des actions correctrices nécessaires. Donc, un, tracer, deux, faire une analyse de risque social et environnemental sur ces filières, et ensuite mettre en place des pratiques positives pour la biodiversité. Donc, il y a bien une logique qui est, un, réduire les impacts négatifs, et deux, en parallèle, augmenter les impacts positifs, et ça passe pour nous par le développement des pratiques d'agroécologie avec nos producteurs d'ingrédients de matières premières végétales. Alors, il y a plein d'autres objectifs, je ne vais pas tous les citer. Il y a des objectifs autour du plastique, c'est une thème pollution. Il y a des causes de perte de biodiversité, avec le passage à 100% de plastique recyclé, flacons recyclés pour les flacons de plastique par la Provence. On a des objectifs similaires sur d'autres emballages comme l'aluminium. Alors, si je continue sur les exemples d'actions, ce qu'on a cherché à faire, c'était d'avoir des actions, des objectifs sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Donc, à la fois sur les sites de production, sur l'éco-conception des produits, sur l'approvisionnement de matières premières, dont on a parlé, également ou sur la sensibilisation des salariés. Alors, le site, vous voyez la photo, le site de production de Manosque est aussi un jardin et qui est labellisé LPO. Donc, ça fait partie effectivement des actions que nous menons. On a aussi actuellement, on a aussi de l'énergie photovoltaïque installée sur des parkings du site. On a également, alors pas sur notre panneau d'usine parce que leur structure ne permet pas d'accueillir ces toits-là, en tout cas pour l'instant, mais des projets de ce qu'on appelle d'usines sèches, donc des tubes d'utilisation en circuit fermé de l'eau dans les autres process pour minimiser au maximum notre impact sur le cycle de l'eau. Alors l'éco-conception, je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas un service spécifique, ça fait partie vraiment de l'activité de toutes nos équipes qui travaillent à la formulation des produits et à la conception, qui développent des nouvelles pratiques, comme l'éco-recharge, évidemment, qui permet de réduire fortement le plastique, le développement des fontaines en boutique, et également le travail sur la biodégradabilité de nos formules. On travaille aussi sur des produits solides, etc. En matière d'approvisionnement, on en a parlé. Je peux simplement citer que c'est un projet qui peut aussi intéresser certaines entreprises qui écoutent ce webinaire. Un collectif d'agroécologie équitable qui regroupe des producteurs, qui travaillent notamment pour le CITAL, et qui vise à échanger sur le développement de ces pratiques-là. Donc, échange de savoir, de connaissances, de matériel, retour d'expérience, pour développer les techniques agroécologiques en Provence et en France. Et puis, on fait aussi ce travail-là, je voudrais quand même le souligner, sur ce qu'on appelle, nous, les commodités, donc des matières premières pour qui on n'a pas forcément un contact direct avec les producteurs. Nous, on travaille aussi à la traçabilité, à développement de pratiques durables, autour, par exemple, des dérivés d'huile totale, d'huile de coco, d'huile de tournesol, qui sont des montants autour de l'alcool, qui sont des produits de matières premières importantes et sur lesquels on doit pouvoir se positionner, même si on a sans doute moins de leviers d'action que des matières premières iconiques comme la lavande, la verveine, qui sont produits à quelques kilomètres de l'usine. Et puis, dernier point, c'est la sensibilisation à travers des programmes d'engagement des salariés où ils sont amenés à contribuer, par exemple, à la plantation la replantation de haies, qui sont là aussi des écosystèmes réservoirs de biodiversité très importants, qui permettent aussi
lutter contre le réchauffement climatique. Il y aurait beaucoup d'autres exemples. La stratégie de biodiversité est accessible évidemment en ligne, notre rapport RSE également, dans lequel on retrouve un peu plus de choses. Et je terminerai simplement par un point. Les défis sont effectivement majeurs. On pourra les relever simplement si on arrive à collaborer ensemble, à travailler de manière collective. C'est absolument capital. Mais effectivement, il faut que s'engager pour la nature est aussi une manière de le faire. Il y a beaucoup de coalitions. One Time Business for Biodiversity, qui regroupe des entreprises qui sont engagées sur ce sujet-là. La Fondation de MacArthur autour de l'économie circulaire et du plastique. L'ASD, l'UICN, et puis plus proche de nous, par exemple, le conservatoire partagé ou le fonds de sauvegarde du patrimoine de la Vente. On aurait bien d'autres encore, mais je pense que c'est important. Et c'est aussi important que les entreprises montrent qu'elles veulent accélérer sur ce sujet-là. J'étais, il y a 10 jours, j'ai participé aux négociations pour la Convention pour la diversité biologique, auquel faisait référence Laura. Je pense que c'est très important de montrer que les entreprises souhaitent un traité international très ambitieux sur le sujet de biodiversité. Donc, il y a des actions de terrain, mais il y a aussi des actions de plaidoyer qui sont très importantes. Et ce n'est que comme ça qu'on arrivera à transformer nos manières de faire, notre économie, pour prendre en compte véritablement les limites planétaires et nos impacts négatifs ou positifs sur le sujet sur la biodiversité, puisque, comme l'a rappelé Laura, sans biodiversité, on n'existe pas en tant qu'humain, on n'existe pas non plus en tant qu'entreprise. Merci. Merci beaucoup, Denis. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez du coup, si vous avez récupéré le son en ce qui me concerne. Oui. Oui, c'est bon. Alors, désolé, on a eu des problèmes de son et un peu de logistique. Alors, un grand merci à tous les trois pour vos interventions. On a quelques questions via le chat. Est-ce qu'on peut arrêter le partage d'écran peut-être ? Alors, une question pour vous, Asna. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre votre board pour engager cet ensemble d'actions que vous nous avez présentées et d'intégrer le programme EN? Je n'ai pas eu beaucoup de mal, je dois vous avouer. J'ai pas eu à les convaincre. En fait, comme on est dans une démarche RSE très engagée et que c'est vraiment intégré à la stratégie d'entreprise, c'est des sujets qu'on traite tous les mois en comité de direction, par exemple. Donc, je me souviens plus quand est-ce qu'on a présenté cette initiative, mais c'est vraiment dans la lignée de nos engagements. Donc, on n'a eu aucun mal à y adhérer. D'accord. Une autre question qui était pour vous, à savoir si vous avez mis en place un diagnostic de qualité écologique avant et après, Oui. donc les aménagements sur vos sites. Oui, c'est ce que je disais. En fait, quand on intervient sur un site, on est accompagné par des écologues, des paysagistes et des architectes. Et donc, les écologues vont nous faire un diagnostic écologique du site et nous faire des préconisations pour la réalisation des bâtiments. Et ce qu'on met en place, en effet, maintenant, donc on l'a fait avec les refuges LPO et donc la LPO sur nos parcs d'activités, mais on le fait aussi sur certains autres sites, c'est de faire aussi du suivi ensuite en phase d'exploitation, de faire revenir les écologues pour mesurer la valeur apportée par les espaces verts, la conception des espaces verts et leur gestion en termes de biodiversité. D'accord, merci. Peut-être quelques questions, Laura, sur le programme EEN. Donc, il y en a plusieurs. Est-ce que déjà le programme peut s'appliquer, par exemple, à l'échelle d'une zone industrielle ou à un niveau d'un syndicat professionnel? Alors, à l'échelle d'une zone d'activité, non, puisque l'engagement se fait au titre d'une organisation. Donc après, ça dépend. On peut avoir des zones d'activité dans lesquelles les entreprises sont fédérées en association. Dans ce cas-là, l'association peut déposer un engagement au titre de partenaire engagé pour la nature, puisque donc je vous présentais, il y a territoire engagé pour la nature, partenaire engagé pour la nature et entreprise engagée pour la nature. Et dans partenaire engagé pour la nature,
c'est toutes les structures qui ne sont pas du coup des collectivités territoriales ou des entreprises. Donc, on va retrouver les fédérations professionnelles, les syndicats, les associations. Donc voilà, si la zone d'activité finalement a une structure, elle peut devenir partenaire engagement nature. Après, l'objet, c'est bien l'engagement d'une organisation, donc d'une entreprise au titre de son activité, pas uniquement sa présence sur un site d'activité, par exemple, puisque l'idée, c'est bien aussi d'interroger la chaîne de valeur, la conception du produit, les process, etc. Alors, je vois une des questions pour être un peu dans la continuité sur le type d'engagement qui sont demandés. Alors, pour obtenir le label, on ne parle pas de label, on est plus en… Je laisserai Laura repréciser ça. Donc, quel type d'engagement? Alors, l'idée, donc, c'est d'avoir des engagements qui soient smart, qui comportent des objectifs smart pour être donc spécifiques, mesurables, additionnels, réalistes et temporellement encadrés. Et en fait, tout dépend de votre niveau de départ, mais nous, on impose au moins 2 actions pour intégrer le programme, dont une qui doit être en lien avec le cœur de métier. Donc, vous pouvez avoir une action de type accueil de la biodiversité sur les sites, mécénat, partenariat avec des associations, par exemple, pour l'action complémentaire. Et il faut au moins une action cœur de métier. Donc là, on vous demande, donc à travers une méthodologie, il y a un peu un accompagnement via le guide, d'interroger vos enjeux. C'est quoi mes enjeux, mes impacts, mes dépendances à la biodiversité? Où est-ce que je vais mettre en place mon action? Et là, du coup, de proposer une action pour remédier à l'impact, pour le limiter, pour le prendre en charge. Voilà, en lien avec votre activité. Donc, c'est au moins 2 actions, dont une en lien avec votre activité et ses impacts. Après, tout dépend du niveau de départ, dans le sens où on est vraiment sur la valorisation des marges de progrès. Donc, ça peut être aussi un premier pas. Vous pouvez démarrer en vous inscrivant dans le programme à partir du moment où vous êtes dans le cadre SMART, qui est un cadre logique assez classique pour la gestion de projet et la définition d'objectifs. Alors justement, quand on parle d'impact, puisqu'il y a une question, alors Denis, pour savoir si vous, l'évaluation de l'UICN, vous a aidé à identifier vos leviers d'action et pour construire votre plan d'action qui a été associé. Oui, effectivement, c'est-à-dire que bon, déjà, ça nous a permis d'identifier là où il fallait agir, c'est ce que je disais tout à l'heure, là où étaient nos impacts les plus forts pour les premières évaluations, et effectivement à bâtir les premières étapes d'action. Et donc, une des premières étapes d'action a été de développer la traçabilité, donc de travailler avec nos fournisseurs pour connaître l'origine de ces matières premières. Et une fois, à fur et à mesure qu'on connaissait mieux l'origine de ces matières premières, on a pu réaliser des analyses de risque et potentiellement faire des arbitrages, arrêter un approvisionnement ou mettre en place un projet pour faire en sorte que l'approvisionnement, lorsqu'il y avait un risque, eh bien, ne soit plus en risque, ou se doter de certification, etc. Donc, ça a effectivement permis ça a donné une première structuration, une première démarche, donc ça c'était 2016-2017. On est revenu aujourd'hui sur 2021 sur une approche aussi encore plus structurée, plus exhaustive, et puis j'espère d'ici fin d'année, début d'année prochaine, des éléments encore plus précis. On est vraiment sur cette amélioration continue qui évoquait Laurent. D'accord. Et alors, du coup, il y a une question un peu plus pointue dans la continuité, c'est comment vous gérez le reporting des ingrédients issus de la biodiversité en multi-sourcing avec des multiples pays, ce qui est un de vos premiers engagements là, 2025. Oui, ben, effectivement, et ça, c'est un travail très, très lourd et très important, surtout qu'on a plusieurs centaines de matières premières. Alors, de plus en plus, on cherche à avoir une traçabilité au pays, de ne pas forcément avoir un multi-sourcing, ce n'est pas toujours le cas. Ce qui est sûr, c'est que plus on voudra avoir une maîtrise de nos chaînes de valeur, plus on sera amené à la simplifier. Ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps d'avoir cette information-là. Or, cette information est absolument décisive pour agir et prendre des bonnes décisions. Et le temps que toutes les chaînes de valeur fassent le même exercice, tous les fournisseurs fassent le même exercice, effectivement, là, on pourra peut-être appuyer sur un bouton à partir de données.
On est obligé de travailler aussi par approximation. Donc, pour cela, on est en partie aidé par certains cabinets qui peuvent fournir des données un petit peu générées. C'est ça ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on travaille sur la biodiversité, c'est qu'il faut prendre des décisions et agir avec une information très partielle, très imparfaite, mais qui s'améliore. Merci. Alors, je vois qu'il est… Je suis désolé, mais je vais devoir vous quitter. Je ne sais pas si vous continuez, mais comme j'enchaîne, je voulais vous remercier. Je laisse continuer pour ceux qui un grand merci, Denis. Un très grand merci pour votre intervention. Effectivement, il est 2 heures, donc peut-être une dernière question et puis on va arrêter. Laura, sur le programme EEN, une question pour savoir si ce programme intègre une partie d'évaluation de l'interdépendance au service écosystémique pour l'entreprise qui souhaite s'engager avant justement d'envisager des plans d'action. Alors, dans la méthodologie du coup qu'on propose, il y a toute une étape un peu d'état des lieux diagnostic. On va du coup vous guider vers différentes méthodologies qui existent, hein, notamment, je pense à l'outil IEB, qui est un outil qui permet d'évaluer l'interdépendance d'une entreprise à la biodiversité. Donc, on va vraiment encourager l'entreprise à faire cette démarche-là pour pouvoir ensuite identifier les actions les plus pertinentes en fait au regard de ces enjeux. Voilà. Après, c'est pas proprement dit cet état des lieux qui est évalué, c'est plutôt du coup les actions. Et je voyais qu'il y avait une question aussi sur la partie évaluation à 2 ans. Donc, à 2 ans, l'entreprise fait un bilan de la mise en œuvre de ses actions et c'est un bureau d'études mandaté par l'OFB qui va du coup analyser ce bilan et l'ambition aussi du plan d'action d'origine, hein, même s'il est challengé au moment du dépôt, pour après accéder à un des différents niveaux de reconnaissance, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. OK. Est-ce que sur le programme EN, Laura, tu veux ajouter une dernière chose ou on a abordé pas mal de… Non, je vous invite à consulter le site. Là, l'idée, c'était aussi de vous sensibiliser un peu aux enjeux, donc je ne me suis pas étendue sur le fonctionnement du programme. Il faut savoir que sur la page Rejoindre le programme, vous verrez tous les derniers jeudis du mois à 16 h, on organise ce qu'on appelle une FAQ, c'est-à-dire qu'on répond à toutes les questions que vous pouvez avoir sur le programme, son fonctionnement. Donc, n'hésitez pas, il suffit juste de s'inscrire si vous avez des questions. Et donc, il y aura une présentation là beaucoup plus approfondie vraiment des différentes étapes d'intégration du programme et on va dire une présentation plus technique voilà, du programme. N'hésitez pas à aller sur notre site et merci à tous. Je vous ai mis les coordonnées de nos intervenants dans le chat. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, notamment sur le programme EN avec Laura, mais également voilà, s'il y a d'autres webinaires où ils répondent un peu plus spécifiquement, plus en profondeur, là, 1 fois par mois. Et vraiment, un très grand merci à Asna, Laura et Denis qui nous a quittés. Et à Jenny aussi, qui était en soutien technique. Un grand merci à tous. Et n'hésitez pas voilà, à nous adresser vos questions ultérieurement si vous en avez. Un grand merci. Merci Sabine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.